Cela fait 10 ans que Laurent Gbagbo est président de la Côte d'Ivoire. Il a été élu en 2000 dans des conditions calamiteuses de son propre aveu. Certains candidats, dont Alassane Ouattara, ont été exclus du scrutin. Celui qui a le pouvoir est toujours tenté d'en abuser. Il est toujours tenté de le garder pour lui et pour lui seul. Un chef d'État ne puisse pas faire plus de 10 ans à la tête de l'État. Un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. C'est ce que nous proposons. Que la démocratie pluraliste est un passage obligé. Parce que dans un parti unique, il n'y a aucun contrôle. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Le mandat de Laurent Gbagbo est marqué par une crise politico-militaire qui scinde le pays en deux. Dans le nord, des rebelles partisans d'Alassane Ouattara réclament le départ du président. L'élection présidentielle est repoussée à 6 reprises. Laurent Gbagbo fait face à une crise de légitimité. Ses deux principaux concurrents, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, ont été empêchés de concourir. Le jour même de son investiture, les partisans de Ouattara descendent dans la rue pour réclamer un nouveau scrutin. La répression fera 57 morts. Article 3, M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est suspecté de crimes contre l'humanité après avoir refusé de reconnaître sa défaite électorale l'année dernière. Les 2 semaines de conflit qui ont suivi ont fait au moins 3000 morts. Il est né dans la boue rouge de Mama. Un petit village comme tant d'autres, niché dans les entrailles de la boucle du cacao, au cœur du pays Bété. Le 31 mai 1945, Laurent Koudou Gbagbo pousse son premier cri. Il vient au monde dans une maison modeste, dans une famille catholique, austère et digne. Son père, Paul Koudou Gbagbo, est sergent de police. Un homme rigide, respectueux de l'ordre. Sa mère, Marguerite Gado, est ménagère, issue elle aussi de ce peuple bété, dont la langue est musique et la mémoire vivante. L'enfant grandit entre l'encens des messes dominicales, les cahiers froissés et les longues marches jusqu'à l'école. Il découvre tôt ce que veut dire porter le nom de personne dans une Côte d'Ivoire encore colonisée. Il comprend aussi que l'éducation est une arme. L'école primaire publique Plateau, à Agboville, devient son premier champ de bataille. Il y brille. Mais ce n'est qu'un début. En 1965, il décroche son baccalauréat de philosophie au lycée classique de Cocody, à Abidjan. À cette époque, il lit tout. Aimé Césaire, Marx, les pères de l'Église, Frantz Fanon. Mais c'est l'histoire qui l'obsède. L'histoire comme outil de compréhension, comme boussole pour les peuples noirs. L'université d'Abidjan, à la fin des années 60, est une ruche bouillonnante. Les amphis résonnent des voix d'étudiants avides de changement. La contestation gronde dans l'air tropical. Gbagbo y entre comme étudiant en histoire. Il en sort diplômé en 1969, bardé de conviction. Il part pour Paris. Sorbonne. Maîtrise en poche en 1970. Il découvre une autre forme de pouvoir, celui de la parole qui dérange, qui remet tout en cause. Il vit dans un petit studio, mange peu, lit beaucoup. Il s'entoure d'intellectuels africains, discute, débat, rêve. Mais son retour à Abidjan, cette même année, ne plaît pas à tout le monde. Il est nommé professeur d'histoire au lycée classique de Cocody. Mais ce qu'il enseigne dérange. Il parle de la traite négrière en termes crus. Il déconstruit les mythes coloniaux. Il raconte à ses élèves une Afrique debout. Il ose dire que la démocratie ne viendra pas d'en haut. Mars 1971. Des hommes en kaki viennent le chercher. Il est arrêté pour enseignement subversif. Syndicaliste actif et professeur d'histoire, il a obtenu son doctorat en France et fut l'un des plus véhéments opposants au premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Son militantisme l'amènera vite derrière les barreaux, en 1971 jusqu'en 1973. Les murs de sa cellule, à Séguéla, puis à Bouaké, seront son univers pendant près de 2 ans. 2 ans à écouter les cris des autres détenus. 2 ans à se demander si penser différemment mérite la prison. 2 ans à voir les geôliers changer de regard à mesure que les rumeurs circulent. Celui-là, il ira loin. Il sort de prison en janvier 1973,
Amaigri, mais entier. Il n'a rien renié. Au contraire, il est plus déterminé que jamais. C'est là, peut-être, que naît vraiment Gbagbo. Pas dans la boue de Mama, mais dans les ténèbres d'une cellule, entre deux pages d'un livre d'histoire, quand un homme se jure de ne plus jamais se taire. C'est aussi là qu'on comprend que ce nom, Gbagbo, ne sera plus jamais un simple nom, mais une promesse, ou une menace, selon de quel côté on se tient. Quand on sort de prison, on a deux choix, se taire ou parler plus fort. Laurent Gbagbo, lui, choisit la clameur. Janvier 1973, il n'a que 28 ans et le silence de Séguéla dans les oreilles. Mais il revient avec des idées plus affûtées que jamais. Le pouvoir pensait l'avoir brisé, il l'a seulement endurci. Il retourne à l'université d'Abidjan, cette fois comme chercheur à l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africaine. Il n'a rien perdu de sa verve. Son bureau devient vite un repère pour les jeunes qui pensent autrement. Un laboratoire d'idées. Un poste d'observation critique du régime Houphouët-Boigny. 1974. Il commence à écrire sa thèse. Une œuvre de combat. Les ressorts socio-économiques de la politique ivoirienne, 1940 à 1960. Il y démonte, page après page, les rouages d'un système qui confond indépendance et dépendance arrangée. Sa plume est sèche, précise, sans concession. Il publie aussi des essais, réflexions sur la conférence de Brazzaville pour une alternative démocratique. Des livres qui circulent sous les manteaux, dans les cantines étudiantes, dans les couloirs syndicaux. Mais Gbagbo ne se contente pas d'écrire. Il veut organiser la révolte. Et ce sera par l'école. Il s'engage à fond dans le SINARES, le syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il en devient l'une des voix majeures. Et il parle fort. Ses discours prennent des allures de meeting. On l'écoute dans les amphithéâtres comme on écouterait un prophète. L'université devient un front. Les étudiants se radicalisent. Gbagbo n'y est pas étranger. Il les encourage à penser, à questionner l'autorité, à lire Fanon et Sankara. 9 février 1982. Une grève massive éclate. Le régime panique. Les universités ferment. Et la répression tombe. Mais dans l'ombre, quelque chose est né. Une idée. Un parti. Le Front populaire ivoirien. En 1982, dans une maison discrète de Dabou, avec Simone Eivé, Bernard Zadizaourou, Pascal Kokora et quelques autres figures, Gbagbo fonde dans la clandestinité ce qui deviendra l'outil de sa longue marche vers le pouvoir. Après son doctorat en histoire, ce social-démocrate crée son parti en 1982 dans la clandestinité. Le Front populaire ivoirien n'est autorisé qu'en 1990, après 6 ans d'exil en France de Laurent Gbagbo. La démocratie pluraliste est un passage obligé. Parce que dans un parti unique, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a ni contrôle syndical, ni contrôle parlementaire, ni contrôle institutionnel. Un parti de gauche, ivoirien, ancré dans les luttes sociales et anti-impérialistes. Son emblème, une rose enracinée dans le sol de Côte d'Ivoire. Le message est clair. Mais le régime veille. Les services de renseignement suivent ses faits et gestes. Et bientôt, Gbagbo devient un homme à abattre politiquement. En 1982, il est accusé d'être l'instigateur du complot des enseignants. Menacé d'une nouvelle arrestation, il choisit l'exil. En 1982, Laurent Gbagbo quitte la Côte d'Ivoire. Direction Paris. Il arrive avec pour seul bagage des manuscrits, des idées et un refus viscéral de plier les chines. Il est désormais un réfugié politique. Le mot est lourd, mais il lui va bien. Il le porte avec fierté, comme une preuve. Preuve qu'il dérange, preuve qu'il compte. Il s'installe dans un petit appartement modeste, dans un coin discret de la capitale française. Mais dans ces quelques mètres carrés, il rêve grand. Le FPI est déjà là, en germe. Il l'a cofondé dans la clandestinité avec Simone, Sangaré, Bogadoudou, Assoa Adou. À Paris, il faut lui donner un corps, une voix, une vision. Il se met à écrire sans relâche. En 1983, il publie La Côte d'Ivoire, pour une alternative démocratique. Puis, en 1987,
les propositions pour gouverner. Il y dénonce la dictature du parti unique, le silence complice de la France, l'enrichissement d'une élite pendant que le peuple creuse la boue pour planter le manioc. Lors de son exil français, de 1982 à 88, Laurent Gbagbo noue des amitiés dans les cercles du pouvoir, alors socialistes. Mais lorsqu'éclate la rébellion en 2000, la relation se tend avec la France. Ça veut dire qu'ils crient, ils parlent de démocratie, mais ils n'en veulent pas de la démocratie chez nous. C'est pourquoi un jour j'ai dit, mais je ne suis pas un sous-préfet français. Ouais, je ne suis pas un sous-préfet. Et je ne peux pas être un sous-préfet français. Il fréquente les cercles de gauche. Il assiste au congrès, intervient dans les colloques, débat avec des intellectuels africains, mais aussi français. Guy Laberty, figure du Parti socialiste unifié, devient son ami et son soutien. Ensemble, ils rêvent d'un autre rapport entre la France et l'Afrique. Gbagbo veut rompre avec la France-Afrique, pas avec les peuples. Pendant ce temps, Simone le rejoint. C'est une alliance politique autant qu'une histoire d'amour. Elle est brillante, combative, convaincue. Ensemble, ils sillonnent les foyers d'immigrés, les universités, les églises africaines de Paris. Ils parlent, écoutent, recrutent. Le FPI se renforce, gagne en clarté idéologique. Il devient un vrai parti. Un parti de gauche ivoirienne, panafricaniste, anticolonialiste et farouchement démocratique. Mais la vie d'exil est rude. Gbagbo vit de petits boulots, de bourses d'études, d'aides informelles. Il enseigne parfois, il traduit, il corrige des thèses. Il dort peu, écrit beaucoup. Il répète souvent. On ne change pas un pays avec des fusils, mais avec des idées. À Abidjan, le régime s'agite. Houphouët-Boigny sait. Il envoie ses hommes sondés, surveillés, parfois intimidés. Gbagbo est devenu un nom qu'on prononce à voix basse dans les ministères. On le traite de marionnette des Blancs, puis de traître à la nation. Il répond dans ses livres. Sa riposte, c'est le verbe. 1985. Le pouvoir ivoirien veut l'asphyxier. La France, allié historique du régime, commence à faire pression. Des policiers français, parfois en civil, l'interpellent dans la rue, lui demandent ses papiers, l'interrogent sur ses fréquentations. Il tient bon. Un jour, Houphouët aurait lâché à ses proches. Ce garçon nous gêne plus à Paris qu'à Abidjan. C'est ainsi que se prépare son retour. Non pas une reddition, mais un mouvement stratégique. Il sent que le vent tourne, que la démocratie est à la porte du pays. Et puis, il y a cette phrase, lâchée par le vieux président, presque mystique, « L'arbre ne se fâche pas contre l'oiseau ». Une métaphore africaine qui vaut amnistie, ou du moins une trêve. L'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. L'oiseau, c'est notre jeune frère. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. Le 13 septembre 1988, Laurent Gbagbo rentre au pays. Pas en prince, en militant. Il revient avec des livres, des discours et une promesse. Nous allons bâtir une alternative. Quelques semaines plus tard, les 19 et 20 novembre 1988, il convoque le congrès constitutif du FPI, à la barbe du parti unique, à la face du pouvoir. Le FPI devient légal. Gbagbo en est élu secrétaire général. La rose est désormais visible, mais elle reste enracinée dans la terre rouge de Mama. Elle a grandi dans les rues d'Abidjan, les cellules de Bouaké, les couloirs de la Sorbonne et les foyers de travailleurs immigrés de Montreuil. Et le monde comprend alors que ce n'est pas un exilé de retour. C'est un homme qui a retourné l'exil contre le pouvoir et qui revient pour changer le cours d'un pays entier avec un micro dans une main et un programme dans l'autre. En 1990, un événement sidère l'Afrique. Un homme ose défier Houphouët-Boigny dans les urnes. Pas dans la brousse, pas dans les rues, mais dans le rituel sacré de l'élection présidentielle. Cet homme, c'est Laurent Gbagbo, le fils de Mama. L'insoumis, le rebelle, le professeur. Face aux vieux, aux sages, aux pères de la nation, le pays retient son souffle. Car depuis l'indépendance, personne n'a jamais osé affronter Houphouët-Boigny. Son pouvoir est presque divin. Les chefs traditionnels lui prêtent allégeance, les ambassades se taisent, les ministres tremblent.
Et voilà qu'un homme ose le défier dans une élection pluraliste arrachée de haute lutte. Le multipartisme vient d'être concédé, à contre-cœur. En avril 1990, le vieux plie face à la pression sociale, syndicale et à l'ambiance nouvelle qui souffle sur l'Afrique. Le vent de la démocratie, venu du Bénin et du vent d'Est européen, commence à ébranler les régimes à parti unique. Gbagbo, lui, ne laisse pas passer l'occasion. Le 28 octobre 1990, il se présente seul contre le président sortant. Seul, un symbole. En 1990, Laurent Gbagbo se lance officiellement en politique. Son charisme à la tribune et son air débonnaire séduisent les foules. Il aime se présenter en homme du peuple. Je crois en vous, je compte sur vous, comptez sur moi, que Dieu vous bénisse. L'image est forte, un jeune opposant, au sourire franc, qui n'a ni armée, ni fortune, ni médias, face au monolithe PDCI, appuyé par l'appareil d'État et les réseaux de la France-Afrique. Il fait campagne comme un instituteur en tournée. Ville par ville, village par village, il parle d'écoles gratuites, de justice, de souveraineté. Il parle aux gens, il parle vrai, et ça touche. Le résultat ? 18,3%, officiellement. Un score modeste ? Pas du tout. Ce jour-là, Gbagbo devient le chef de l'opposition, par les urnes. Et un nouveau rapport de force s'installe. Dans la foulée, le FPI entre à l'Assemblée nationale. 9 députés, dont lui-même, élu dans sa circonscription de Ouragayo. La voix de l'opposition entre dans l'hémicycle. Et elle est forte. Vous avez à choisir entre le passé et l'avenir. Il ne la remporte pas, mais s'installe dans le paysage politique. La même année, il est élu député. Mais le pouvoir ne digère pas. De 1991 à 1992. Le climat se tend, les étudiants manifestent, le Cinares s'agite. Gbagbo soutient, Simone aussi. Le couple est en première ligne. Leur relation dépasse l'intime. C'est un binôme politique, une alliance militante. 2 voix, 2 points levés. Février 1992. Le Premier ministre, Alassane Dramane Ouattara, fait voter en urgence une loi anti-casseurs. Une loi qui permet d'arrêter les opposants. Le 18 février, Gbagbo et Simone sont arrêtés. Condamnés à 2 ans de prison. Le symbole est puissant. Le chef de l'opposition sous les verrous. Sa femme aussi. Mais le peuple suit. Le FPI résiste. Et la prison ne fait qu'accroître leur popularité. Ils sortiront au bout de 6 mois, plus forts, plus crédibles. La dissidence a désormais un visage, un couple, un parti. Entre 1993 et 1995, le paysage change. Le vieux Oufoué meurt le 7 décembre 1993. Le pays est orphelin. Les tensions explosent en coulisses. Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale, prend le relais. Mais rien n'est réglé. Le débat sur l'ivoirité monte, une stratégie insidieuse pour écarter certains candidats. En ligne de mire, Alassane Dramane Ouattara. Gbagbo, lui, s'y oppose mollement au départ. Il pense que le PDCI se fracture de lui-même. Il mise sur le vide laissé par Oufoué pour imposer une vraie alternative. Il faut savoir attendre le moment juste, résister à la tentation de frapper trop tôt. Gbagbo le sait. Entre 1995 et 2000, c'est une danse lente avec l'histoire. Une marche sur des braises. Une patience d'orfèvre face à un régime verrouillé. Mais à la fin, le verrou saute. 1995. Il refuse de jouer une partie dont les dés sont pipés. L'élection présidentielle est verrouillée par le PDCI de Bédié. Les lois d'ivoirité sont taillées sur mesure pour exclure Alassane Dramane Ouattara. Je suis ivoirien et en tant qu'Ivoirien, je réponds à votre appel. Et Gbagbo, il boycotte. Il choisit l'opposition ferme, le silence stratégique. Il laisse le pouvoir s'enfermer tout seul dans sa caricature. Bédié est réélu avec plus de 96% des voix. Pendant ce temps, Gbagbo sillonne le pays. Il parle aux planteurs de cacao, aux enseignants, aux jeunes désœuvrés. Il construit la base. Il forme des cadres.
Simone est là, partout, sur le terrain, à l'église, dans les meetings. Le couple devient une institution. Mais le pouvoir durcit. La répression s'intensifie. Les coups pleuvent. Arrestations arbitraires, interdiction de manifester, coups montés. Gbagbo encaisse. Mais il note, il n'oublie rien. Décembre 1999. Coup d'État. Le premier de l'histoire ivoirienne. Henri Konan Bédié est renversé par le général Robert Guéhi, un ancien fidèle de Houphouët devenu chef des armées. Les militaires défilent dans les rues. Le peuple applaudit. La classe politique observe. Et Gbagbo, lui, reste en retrait. Il attend. Mais il sent que le moment approche. La transition est floue. Robert Guéhi promet une élection. Il se fait passer pour un arbitre, un homme de la rectitude. En coulisses pourtant, il prépare sa propre candidature. Octobre 2000. L'élection arrive. Mais encore une fois, elle est tronquée. Le Conseil constitutionnel invalide les candidatures de Bédié et Ouattara. Gbagbo reste. Guéhi aussi. 2 hommes, 2 visions, 2 destins. La campagne est tendue. Le pays est une cocotte minute. Les milices se forment. Les universités s'embrasent. Les quartiers populaires grondent. Les marchés murmurent. Et si le Woody gagnait ? Le 22 octobre 2000, le vote a lieu. Et le peuple choisit. Les chiffres officiels ? Gbagbo l'emporte avec 59% des voix. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Mais Guéhi ne veut pas lâcher. Il se proclame vainqueur. Il fait bloquer la télévision. Il envoie les chars. Mais la rue se lève. Une marée humaine descend sur Abidjan. Des femmes, des jeunes, des anciens, des ouvriers. Tous crient « Gbagbo, président !» Il marche sur la radio-télévision. Il défend les blindés. Et Guéhi comprend. Il fuit. Le 26 octobre 2000, Laurent Gbagbo prête serment, sans tapis rouge, sans orchestre, mais avec la voix du peuple dans les rues. Une foule en liesse, des larmes, des cris, des chants. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Le Woody est président, c'est une victoire volée au destin, arrachée au chaos. Et ce n'est pas juste une alternance, c'est une rupture. Pour la première fois, le pouvoir ne vient pas d'un compromis avec Paris, ni d'un coup d'État, ni d'une transmission dynastique, il vient du peuple. Mais dans les couloirs du palais, le silence est pesant. La tâche s'annonce immense. Le pays est divisé, appauvri, miné par la méfiance. Et dans l'ombre, les anciens ennemis fourbissent déjà leurs armes. Mais ce jour-là, Laurent Gbagbo, le prisonnier d'hier, l'exilé de Paris, l'enseignant rebelle, devient le chef de l'État ivoirien. Le Woody de Mama entre dans l'histoire par la grande porte. Et derrière lui, des millions d'hommes et de femmes murmurent « c'est possible ». Le 26 octobre 2000, le Woody prend le palais. Mais ce n'est pas Versailles, ni la paix. Le pays est à genoux. Économie ruinée, rancœur ethnique, élite divisée. Mais Gbagbo, fidèle à ses origines, entre avec des idées de refondation. Un rêve de justice sociale. Une vision pour les petits, les oubliés, les enfants aux pieds nus qui lui ressemblent. Premier acte, l'éducation. Il supprime les frais de scolarité, rend l'école gratuite pour les primaires, abolit l'uniforme obligatoire. Les classes débordent, les enfants reviennent. Même sans assez de maîtres, même sans manuel. Il y a quelque chose de neuf dans l'air, un espoir fragile. Il parle de souveraineté, de libération économique, de panafricanisme. Il cite Sankara, critique l'endettement, rêve d'une Côte d'Ivoire debout. Mais le rêve se heurte vite à une réalité brutale. 19 septembre 2002. Des tirs éclatent en pleine nuit. Une tentative de coup d'État. Gbagbo est en déplacement à Rome. Il rentre précipitamment. Trop tard. La rébellion a pris le nord. Bouaké, Korogo, tout un pan du pays est hors de contrôle. Le pays est coupé en deux. La guerre s'installe. Ce n'est pas une guerre déclarée, mais une fracture longue.
Une guerre de tranchées dans les discours, les postures, les négociations sans fin. En coulisses, les parrains régionaux bougent. Le Burkina Faso, accusé de soutenir les rebelles. Des armes circulent. Des rumeurs de trahison s'envolent. Gbagbo, acculé, s'ancre dans la défense de l'État. Il crée un nouveau langage, la refondation. Il s'entoure de fidèles. Simone est partout, présente dans les négociations, dans les églises, dans les mobilisations. Elle parle aux femmes, aux jeunes, aux évangéliques. Elle devient une figure de fer. Et les patriotes naissent. Des jeunes, souvent désœuvrés, galvanisés, enrôlés dans des milices, certains par conviction, d'autres par survie. Ils se donnent des surnoms. Ils organisent des manifestations géantes. Ils brûlent des drapeaux français. Ils s'attaquent aux intérêts étrangers. Ils hurlent leur soutien au président. Mais derrière les slogans, la peur monte. Les opposants sont traqués. Des journalistes sont menacés. Les universités deviennent des zones d'exclusion. La FESSI, syndicat étudiant, se mue en bras armés officieux du régime. Charles Blé Goudet, le général de la rue, est propulsé sur le devant de la scène. Il incarne une jeunesse enragée, souvent violente. L'idéologie devient bouclier. Gbagbo parle d'indépendance, d'identité africaine, de dignité. Mais l'ivoirité, qu'il avait critiquée, revient dans les discours de ses partisans. Le soupçon d'ethnicisme s'installe. Des cadres sont nommés pour leur loyauté, plus que pour leurs compétences. Les BT, son groupe d'origine, occupent les postes clés. Et pendant ce temps, l'administration se délabre, les services publics flanchent. L'économie ? Une ruine lente. Les producteurs de cacao sont écrasés par les taxes. La corruption gangrène les douanes, les ports, les sociétés publiques. Les entreprises ferment. Le pays se replie. Et pourtant, malgré tout, Gbagbo garde une base fidèle. Parce qu'il parle au cœur, parce qu'il incarne une revanche sociale, parce qu'il est resté, dans les yeux de certains, le professeur rebelle devenu président. Mais la haine monte. Dans les quartiers nord d'Abidjan, les familles suspectées de liens avec les rebelles sont surveillées, harcelées. Dans les zones contrôlées par les rebelles, les partisans du FPI sont expulsés, violentés. Le pays entier devient une poudrière silencieuse. Les accords de Linas Marcoussis en 2003, puis ceux de Pretoria en 2005, n'apportent que des trêves temporaires. Le partage du pouvoir est une illusion. Les ministres issus de la rébellion sont tolérés, jamais intégrés. La méfiance est totale. Et Gbagbo s'accroche. Son mandat aurait dû se terminer en 2005. Mais il est prolongé, puis repoussé. Encore et encore. Au nom de la paix, dit-il. Au nom de la souveraineté, il reste. Et les rancœurs s'empilent. Le pays se fige, divisé, surveillé, méfiant. La télévision d'État devient une machine à propagande. Les opposants crient à la dérive autoritaire. L'ONU tire la sonnette d'alarme. Mais Gbagbo continue d'avancer. Il se sait visé. Il sait que ses ennemis ne dorment pas. Il parle peu. Il agit. Il verrouille. Pendant ce temps, le peuple s'épuise. L'eau manque. L'électricité coupe. Les hôpitaux sont désertés. L'école publique vacille. Et pourtant, il y a toujours des gens pour croire en lui. Parce qu'il a été le seul à oser. Parce qu'il a parlé d'égalité. Parce qu'il est resté là où tant d'autres ont fui. 10 ans. 10 ans pour gouverner un pays fracturé. 10 ans de flamme, de fierté, de peur et de résistance. Mais au bout de cette décennie, un nouveau défi se profile. Une élection, une revanche, une fin ou un nouveau départ. Et cette fois, le feu n'attend pas. Il brûle déjà sous les pieds de la République. 2010. 10 ans après son élection mouvementée, Gbagbo se présente à nouveau devant les urnes. Le pays est fatigué, divisé, exsangue. Mais l'espoir renaît. L'élection, longtemps repoussée, est enfin là. Une chance de clore la guerre, de refermer la blessure de 2002. Le premier tour se déroule le 31 octobre. Gbagbo arrive en tête avec 38%, suivi d'Alassane Dramane Ouattara, 32%, puis d'Henri Konan Bédié. Un second tour est annoncé.
Nous sommes venus en tête avec le résultat de 38,3%. Mais il n'y a pas que ça comme satisfaction. La satisfaction, c'est que je suis le seul candidat à avoir un électorat véritablement national. Nous sommes élus à la frontière du Libéria et de la Guinée, comme à la frontière du Burkina Faso, comme à la frontière du Ghana. Et nous avons confiné les autres dans ce qu'ils sont, c'est-à-dire des électorats tribaux et ethniques. Mais je vous dis, je vais gagner. Et je le répète, ma conviction est que nous allons gagner. La tension est déjà palpable. Les quartiers s'observent, les regards sont lourds, les milices se préparent. 28 novembre 2010, le second tour. Des files d'attente, des bulletins glissés avec espoir ou méfiance, et des accusations de fraude dès les premières heures. La guerre des chiffres commence avant les résultats. La Commission électorale indépendante, CEI, déclare Ouattara vainqueur avec 54,1% des voix. Mais le Conseil constitutionnel, dominé par des proches du pouvoir, annule une partie des votes du Nord, évoquant des irrégularités, et proclame Gbagbo vainqueur avec 51%. 2 présidents, 2 serments, 2 camps. 2 présidents pour un pays? Interrogation légitime de ce quotidien ivoirien. La commission électorale indépendante a proclamé jeudi la victoire d'Alassane Ouattara. L'ancien Premier ministre aurait rassemblé 54% des voix. Une annonce aussitôt célébrée par de nombreux électeurs. On me dit qu'il est président de la République, Alassane Draman Ouattara. C'est un homme capable, un homme courageux, pas ce boulanger comme Laurent Gbagbo. On ne veut pas de boulanger au pouvoir. Tous les Ivoiriens, nous sommes un maintenant. 1 plus 1 égale 1. Tous les Ivoiriens sont les mêmes. La Côte d'Ivoire montre au monde entier ce que la démocratie peut donner. Des démonstrations de joie qui n'auront pas duré. Ce vendredi, le Conseil constitutionnel, qui aurait dû avaliser les résultats, a proclamé au contraire que Laurent Gbagbo avait gagné l'élection. L'ancien président, au pouvoir depuis 10 ans, n'accepte pas les résultats de la commission. Ont obtenu, après l'annulation des régions surmentionnées, Gbagbo Laurent, 2 54 537, soit 51,45%. Article 3, M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Le 4 décembre, Gbagbo prête serment au palais. Le même jour, Ouattara prête serment depuis l'hôtel du Golfe, protégé par des casques bleus. La Côte d'Ivoire a 2 chefs d'État, et plus de lignes de partage, juste un précipice. La communauté internationale se range derrière Ouattara. L'ONU, les États-Unis, l'Union européenne, la CEDEAO, l'Union africaine. Tous le reconnaissent comme président légitime. Gbagbo, lui, parle de souveraineté nationale, de complot impérialiste, de résistance. L'étau se resserre. L'armée nationale reste loyale à Gbagbo. Les ex-rebelles, devenus les forces républicaines, prennent position autour d'Abidjan. Pendant ce temps, les civils paient. Dans les rues d'Abobo, de Yopougon, de Duékoué, les rumeurs deviennent balles, les fouilles deviennent exécutions. Les partisans de l'un ou de l'autre sont traqués. Le voisin devient suspect. Le pays s'enfonce dans une guerre sans nom. Mars 2011. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vote la résolution 1975, exigeant le départ de Gbagbo. Les négociations qui se sont déroulées pendant des heures dans la journée d'hier entre l'entourage de Laurent Gbagbo et les autorités ivoiriennes ont échoué devant l'intransigeance de Laurent Gbagbo. Elles ont donc été interrompues et le président Ouattara a décidé de demander à ses forces armées, aux forces républicaines, de reprendre l'offensive contre le régime présidentiel. C'est ce qui est en cours en ce moment même. Des sanctions tombent, le gel de ses avoirs, l'interdiction de voyager. Mais il tient, il serre les dents, il s'accroche. Les combats gagnent en intensité. Les forces républicaines progressent rapidement. En 4 jours, elles prennent tout le pays. Abidjan devient le théâtre d'un siège. Les bombardements pleuvent. La France et l'ONU entrent en action. Officiellement, pour protéger les civils. Officieusement, pour finir la guerre. Le palais devient un bunker. Gbagbo s'y enferme avec Simone, Blé Goudé et quelques fidèles.
sans électricité, sans ravitaillement, des jours sans sommeil. Les murs tremblent sous les bombes, les enfants pleurent, les soldats prient, les morts s'empilent. Mais il tient, il refuse de fuir. Il aurait pu s'envoler, il aurait pu se cacher. Mais il reste, comme s'il voulait que l'histoire le voie, qu'elle sache. Le 11 avril 2011, le choc, les images, un président arrêté dans son propre palais, tiré de force, poussiéreux, hagard, vêtu d'un t-shirt sans ceinture. Les caméras tournent, les chaînes tournent en boucle. Un président africain capturé comme un vulgaire criminel. Et le monde regarde. Certains jubilent, d'autres pleurent, d'autres ne comprennent pas. Le Christ de Mama, comme l'appellent ses fidèles, est tombé. Son bunker est réduit à néant. Son rêve aussi. Plus de 3000 morts. Des femmes, des enfants, des combattants. Abidjan sans la poudre. Le sang. L'humiliation. Et dans l'hôtel du Golfe, Ouattara s'installe. Il jure qu'il y aura réconciliation, qu'on refermera les plaies. Mais déjà, des centaines de partisans de Gbagbo sont arrêtés, traqués, jetés en prison. Le Woody, lui, est conduit à Korogo, dans le nord, en résidence surveillée, puis livré à la Cour pénale internationale. La boucle est bouclée. Le prisonnier politique est devenu président, puis président déchu, et à nouveau prisonnier. Mais cette fois, c'est un autre monde. Des barreaux internationaux, des juges qui parlent anglais, des procureurs qui le traitent comme un bourreau. 2011. La Côte d'Ivoire change de régime, mais pas encore de destin. Car une guerre, quand elle finit par des bombardements et des humiliations, ne s'éteint jamais vraiment. Elle couve, elle rumine, elle attend. Et pendant que l'avion de Laurent Gbagbo décolle pour l'Europe, des millions d'Ivoiriens se demandent « Est-ce vraiment fini ?» Une cellule, une lumière froide, un lit étroit. C'est là que l'histoire enferme celui que ses partisans appelaient le Christ de Mama. Novembre 2011. Laurent Gbagbo est transféré à la Cour pénale internationale. Il devient le premier ancien chef d'État remis à la CPI. Une première. Laurent Gbagbo passe ses premières heures dans sa cellule de La Haye. L'ancien chef de l'État ivoirien est le premier ex-président à comparaître devant la Cour pénale internationale. Il est arrivé cette nuit à l'aéroport de Rotterdam avant de rejoindre le centre de détention situé à une vingtaine de kilomètres de là. Une humiliation pour certains, une victoire pour d'autres. Mais une fracture, partout. Il n'est plus président, il n'est plus libre. Il est un matricule. Dans un centre de détention européen, loin de la moiteur d'Abidjan, loin des clameurs de Yopougon. Il est seul. Mais le bruit l'accompagne, accusé de crimes contre l'humanité, meurtre, persécution. La liste est lourde. À ses côtés, un autre homme est visé, Charles Blé Goudet, son fidèle lieutenant, celui qu'on appelait le général de la rue. Le procès s'ouvre le 28 janvier 2016. Il aura fallu presque 5 ans d'attente. 5 ans de procédure, de rapports, d'analyse. Et entre-temps, Simone Gbagbo aussi est arrêté. Jugé à Abidjan. Condamné à 20 ans de prison. Mais à La Haye, le décor est différent. On parle en anglais, on traduit en français. Le parquet montre des vidéos, des extraits de journaux, des témoignages. 80 témoins. Des images de cadavres, des cris, des larmes. Un pays à genoux. Mais l'homme en face ne vacille pas. Il écoute, il observe, il prend des notes. Gbagbo garde son calme. Et les failles apparaissent. Les témoins se contredisent. Les vidéos sont floues. Les récits sont troués. Beaucoup avouent ne pas avoir vu lui-même les faits. La défense contre-attaque. Parle de guerre civile, d'engrenage, de manipulation internationale. Et puis le doute. Celui qui s'insinue. Celui qui ronge l'accusation. La CPI, bâtie pour juger les grands criminels, se retrouve à peiner à démontrer le plan commun que l'on prête à Gbagbo, le 15 janvier 2019. Coup de théâtre. Laurent Gbagbo est acquitté. La salle est figée. Certains se lèvent, d'autres pleurent. Le juge déclare « Le procureur n'a pas pu démontrer au-delà du doute raisonnable la culpabilité de l'accusé. Il est libre. » That the prosecutor
has failed to satisfy the burden of proof to the requisite standard as foreseen in Article 66 of the Rome Statute, grants the defense motions for acquittal from all charges against Mr. Laurent Gbagbo and Mr. Charles Blé Koudé. Mais pas libre. Il ne peut pas rentrer chez lui. Il est assigné à résidence en Belgique. La Côte d'Ivoire refuse de l'accueillir. Son passeport ivoirien lui est refusé. Il est suspendu dans l'espace. Dans une maison bruxelloise, Gbagbo attend. Il lit. Il écrit. Il reçoit peu. Il se tait. Mais son nom revient partout. À Abidjan, dans les Gbaka, dans les maquis, dans les églises évangéliques. Les gens disent « Il a souffert, il a payé, il doit revenir ». D'autres répondent « Il a brûlé le pays, il ne doit plus gouverner ». Le pays est tenté. Parce qu'il a été. Parce qu'il aurait pu être. Parce qu'il représente encore. Et pendant ce temps, Simone Gbagbo est en prison à Odiéné. Puis libéré par une amnistie en 2018. Le couple ne se parle plus. Leur histoire s'effondre, comme leur parti. Le FPI se fracture. Une aile reste fidèle à Afin Guessan. Une autre se radicalise. Les patriotes se dispersent. Et Gbagbo, en exil, regarde son propre monde s'effriter. Mais il ne rompt pas. À l'Aïe, il reçoit des visiteurs, des journalistes, des avocats, des curieux. Il parle peu, mais il observe. Et il pense à la suite toujours. 8 ans derrière les barreaux du monde. 8 ans de guerre silencieuse, de mémoire recomposée, d'images réécrites. Car en sortant, Gbagbo ne sort pas en criminel. Il sort en martyr pour certains, en miraculé pour d'autres. Et dans les rues de Mama, son village natal, les gens attendent. Ils l'appellent toujours Woody. Ils repeignent les murs. Ils disent « Quand il rentrera, on dansera jusqu'au matin ». Mais pour l'instant, il marche dans Bruxelles, anonyme parmi les anonymes. Et dans son sac, une idée ne l'a jamais quitté. Je ne suis pas encore fini. 17 juin 2021. 11 ans après son arrestation. 2 ans après son acquittement. Laurent Gbagbo foule à nouveau le sol ivoirien. L'avion s'est posé. Et déjà, les cris montent. Les pagnes sont à son effigie. Les klaxons résonnent dans Abidjan. Les maquis diffusent ses discours d'antan. Le Woody est de retour. À l'aéroport, l'accueil est électrique. Les fidèles pleurent. Les vieilles militantes dansent. Les jeunes scandent. « C'est lui, il est revenu ?» Mais Simone n'est pas invitée. Elle vient quand même, avec les 2 filles du couple. Elle tente une accolade, rapide, froide. C'est la fin d'un duo politique et sentimental. 3 jours plus tard, Gbagbo demande officiellement le divorce. Après plus de 30 ans de mariage, il tourne une page. La lionne évangélique, la complice de toutes les luttes, est écartée. Nadi Bamba, sa compagne depuis des années, est désormais dans la lumière. Et puis, la politique reprend. Le FPI est fracturé. Certains soutiennent encore Afin Guessan. D'autres veulent un retour à l'idéologie d'origine. Gbagbo tranche. Il quitte son propre parti et fonde le PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Un nom lourd de symboles, un nom panafricain, un message au continent. Notre combat est plus grand que la Côte d'Ivoire. Mais il y a un problème. Gbagbo est libre, mais toujours condamné à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour l'affaire de la BCEAO. Radié des listes électorales, inéligible. Gracié par Ouattara, oui, mais pas amnistié. La blessure est ouverte. On m'empêche d'être citoyen. On me reconnaît le droit de respirer, pas celui de voter, dit-il. Il tente de se réinscrire. Requête refusée. Il saisit les juridictions. Il mobilise l'opinion. Il crie au scandale, au bâillonnement démocratique. Il accuse l'État de préparer une élection sans opposition. Mais il n'abandonne pas. Il sillonne les villes. Il visite les anciens bastions. Il tient des meetings. Il parle aux jeunes. Sa voix est rauque, mais le ton est intact. Ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne. Mais ce que je défends, je le souhaite à tout le monde. La dignité. Les foules sont là.
moins nombreuses qu'avant, mais plus ferventes. Les chants sont les mêmes, les pancartes ont vieilli. Mais les slogans n'ont pas bougé. Et puis, il lance un défi. En mars 2024, à 79 ans, il est officiellement investi candidat à la présidentielle de 2025. Après 10 ans d'exil, le voilà prêt à reconquérir la scène politique, avec sans doute dans le viseur la présidentielle de 2025. Malgré son inéligibilité, malgré les interdictions, malgré le doute, il sait que les chances sont minces. Il sait que les dés sont pipés, mais il avance, pour forcer la réconciliation, pour marquer l'histoire, pour avoir le dernier mot. Dans son fief de Mama, les maisons ont été repeintes. La route a été refaite. Les vieux pleurent en le voyant. Les enfants apprennent son nom à l'école. Il vit avec Nadi Bamba, discret, toujours entouré, toujours en alerte, mais transformé. Il ne crie plus. Il parle lentement. Il se dit reconnaissant envers la vie. Et pourtant, l'ombre plane. Ses détracteurs l'attendent au tournant. La jeunesse l'interroge. L'opinion internationale l'observe. L'État le surveille. Le pardon promis n'est pas encore réel. La réconciliation nationale est loin d'être achevée. Mais lui, il continue. Tant qu'il me reste une voix, je parlerai. Tant qu'il me reste un souffle, je lutterai. C'est le retour d'un miraculé. Et peut-être le dernier acte d'un géant politique qui a tout connu. La cellule, le pouvoir, la haine, la ferveur. Et qui rêve encore d'une Côte d'Ivoire réconciliée, d'un combat juste, d'une dernière victoire. Avril 2025. Il est 8 heures du matin. Le soleil se lève à peine, mais la cour est déjà pleine. Des femmes en pagne colorée, des hommes venus de loin. Certains ont dormi là. D'autres sont venus à moto, à pied, en bus. Ils veulent le voir. Ils veulent encore croire. Dans la véranda, un homme de 80 ans s'installe lentement. Il sourit. Il serre des mains. Il écoute plus qu'il ne parle. Et pourtant, il est toujours là. Laurent Gbagbo, le miraculé, le martyr, le Woody, est redevenu le candidat, malgré son âge. Malgré sa condamnation toujours inscrite au casier judiciaire. Malgré une grâce présidentielle qui ne lave pas les traces judiciaires. Malgré une radiation toujours active sur les listes électorales. Il a été président, il a été prisonnier, il veut redevenir président. Mais le pays a changé, le monde aussi. Et Gbagbo le sait. Il le sent dans les regards, dans les silences. Les jeunes le regardent avec admiration, mais aussi avec distance. Certains voient en lui un père de la nation. D'autres, un homme d'une autre époque. Une époque de machettes, de milices. Lui, il parle de justice, de démocratie, de réconciliation. Il dit « Ce pays ne peut pas tourner la page sans lire ce qu'il y avait avant ». Mais beaucoup se demandent « Que cherche-t-il encore ?» À prouver qu'il avait raison, à se venger, à reconstruire. Son nouveau parti, le PPACI, est actif. Il participe aux élections locales. Il mobilise. Il fait campagne sur TikTok, sur WhatsApp, sur les marchés. Les militants portent des t-shirts à son effigie. Dans les coulisses, l'État le surveille. Rien n'est joué. Les autorités n'ont pas amnistié. Officiellement, il ne peut pas être candidat. Mais il l'est, dans les cœurs. Et puis il y a la France, et l'ombre de la France-Afrique, les révélations, les dons à Chirac, les ingérences supposées, les rancunes tenaces. Mais Gbagbo a revu un ambassadeur français, après 14 ans. Le temps apaise, peut-être, ou peut-être pas. Dans les cercles du pouvoir, la peur revient, car un Gbagbo affaibli peut encore électriser les foules, et s'il ne gagne pas, il peut déranger, réveiller les plaies, refaire parler des morts, des silences, des trahisons. Chez ses anciens alliés, la fracture est visible. Simone Gbagbo poursuit sa route, fidèle à sa ligne, à sa douleur. Le divorce n'a pas été que conjugal, il est politique. Et Gbagbo, lui, avance, lentement, entouré, souvent fatigué, mais jamais résigné. Il dit « Je n'ai plus rien à prouver ».
Mais j'ai encore quelque chose à faire. Et cette chose, c'est le dernier combat. Pas forcément pour le pouvoir, mais pour l'histoire. Il veut qu'on se souvienne, qu'on comprenne, qu'on n'écrive pas sa vie avec les mots des autres, ni avec les bulletins de la CPI, ni avec les communiqués de Paris, ni avec les mensonges de ses ennemis. Il veut dire à la Côte d'Ivoire, « Je ne suis pas votre passé. Je suis encore votre présent, peut-être même votre avenir. » Et dans cette dernière bataille, les camps se reforment, ceux qui rêvent, ceux qui accusent, ceux qui pardonnent, ceux qui n'oublient pas. 2025 sera l'année du jugement, pas judiciaire, mais populaire, historique, moral. Gbagbo peut-il revenir? Rien n'est moins sûr. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne partira pas sans livrer la dernière bataille. Et peut-être que, dans 30 ans, un enfant demandera à son grand-père, « Dis, c'était qui Gbagbo ?» Et que le vieux répondra, « Un homme qui a tout perdu, et qui a encore osé y croire. » Et vous? Quelles autres histoires oubliées voulez-vous qu'on raconte? Abonne-toi à cette chaîne si tu veux d'autres récits immersifs, puissants et sans filtre sur les figures africaines, leurs luttes, leurs échecs et leur renaissance. Et propose-nous en commentaire les noms, les histoires, les combats que tu veux voir raconter. Car ici, la mémoire est une arme, et nous comptons bien nous en servir.